Bonjour et bienvenue dans notre podcast Voix de la Méditerranée. Aujourd'hui, on se penche sur un ouvrage collectif vraiment interpellant. Terre et liberté, manifeste antiraciste pour une écologie de la libération. C'est dirigé par Fatima Wassak. Oui, un recueil assez dense. C'est ça. Plein de voix différentes qui tissent des liens assez forts, je trouve, entre écologie, antiracisme et aussi la pensée décoloniale. Tout à fait. Notre but aujourd'hui, c'est un peu d'explorer ça, d'en extraire les idées clés, les points qui font réfléchir. Alors, si j'ai bien saisi, le point de départ, c'est une critique, non? L'idée que l'écologie politique, la plus classique, elle passerait souvent à côté des dimensions raciales, coloniales. Exactement. C'est le cœur du propos. Ce livre propose une alternative, ce qu'il appelle une écologie de la libération. Et ça veut dire quoi concrètement, cette écologie de la libération? L'idée, c'est une écologie qui part vraiment des luttes sur le terrain, qui valorise les savoirs des personnes directement concernées, tu vois. Mhm. Le cri «On veut respirer» de 2020, par exemple, c'est un bon symbole de ça. Repris à la fois par des mouvements écolos et antiracistes. Ah oui, c'est vrai, ça connecte les deux. Voilà. C'est lié justice sociale et justice environnementale de manière indissociable. Et dans cette lignée, il y a un concept que j'ai trouvé vraiment intéressant. C'est celui de sédentarité, mais revisité par Nadia Yala Kissoudi. C'est pas juste l'idée d'être attaché à sa terre natale, c'est ça? C'est plus complexe, oui. Kisukide, elle montre que pour beaucoup de gens marqués par l'exil, l'expulsion, la précarité, souvent liée à l'histoire coloniale ou capitaliste, D'accord. la sédentarité, ça devient une aspiration. Une aspiration politique même. Ah oui, comment ça? C'est le désir de pouvoir enfin reposer sa tête, comme elle dit, de trouver un lieu stable, un répit face à tous ces mouvements forcés, imposés. Hmm, Ça fait un peu écho à Fanon, tu sais, quand il dit que la terre, c'est l'assurance du pain, mais aussi de la dignité. c'est puissant comme image. Et il y a Maya Mihindu qui illustre ça avec des gestes presque poétiques, non? Comme ramasser de la terre de lieux importants. Oui, c'est ça. Du Gabon, d'Auschwitz, ou cet exemple de l'exilée chilienne qui ramène de la terre de près de Cambridge. Pourquoi faire ça? Elle dit que c'est pour coudre nos territoires. C'est une façon de construire une mémoire alternative, ancrée dans le corps, dans le sensible. Contrairement aux grandes archives officielles. Exactement. Face aux archives monumentales, souvent européennes, qui peuvent un peu écraser les histoires minoritaires, quoi. C'est créer son propre ancrage quand on a été déraciné. D'accord. Et elle connecte ça aussi à une critique très actuelle de l'extraction massive. Le sable, les matériaux qui construisent nos villes, mais qui pèsent énormément sur les terres du Sud. Et cette critique de l'extraction, ça nous amène à une autre notion importante du livre, l'écologie blanche. Hmm. C'est Malcolm Ferdinand qui en parle. Oui, tout à fait. Ferdinand, il pointe les mécanismes qui rendent certaines formes d'écologie un peu aveugles à leurs propres privilèges. C'est-à-dire? Par exemple, un certain universalisme abstrait, qui en fait masque un point de vue très occidental, très blanc, ou alors un certain exotisme écologique. Ah oui, admirer des pratiques autochtones. Mais voilà, tout en ignorant complètement leur lutte politique bien réelle pour leur terre, pour leur autonomie, il montre comment cette écologie, parfois sans le vouloir, peut maintenir des formes de domination. Et Arturo Escobar, lui, il va encore plus loin. Il parle d'ontologie politique. Ça a l'air un peu conceptuel. Oui, ça peut paraître abstrait, mais en gros, Escobar dit que nos idées les plus profondes sur ce qu'est la réalité, nos ontologies, elles sont pas neutres. Elles façonnent le monde. D'accord. Le modèle occidental dominant, celui de l'homme bioéconomique, centré sur l'exploitation, il a créé un certain type de monde. Lui, il nous invite à considérer d'autres visions, Basé sur quoi alors? basées sur la relationnalité, le lien, le soin mutuel entre humains et non-humains. L'idée, c'est que ces visions pourraient créer d'autres réalités, plus justes, plus soutenables. Et le livre ne fait pas que théoriser, il montre des exemples très forts. Le collectif Vietnam Dioxine et l'histoire de l'agent orange. Ah oui, c'est terrible. 80 millions de litres d'herbicides toxiques déversés, c'est un écocide, clairement. Avec des conséquences qui durent encore. Oui, des conséquences sanitaires, écologiques, qui se transmettent sur des générations. Et leur lutte pour la justice, ils l'appellent une écologie de la mangrove. Écologie de la mangrove. Oui, une écologie résiliente qui tisse des liens entre la diaspora et la terre empoisonnée, qui s'adapte, qui résiste dans des conditions difficiles. C'est une image forte de cette écologie de la libération. Et puis il y a aussi la Palestine, abordée par Omar Al-Soumi et Sheila Sheikh comme un symbole. Oui, comme un enjeu central pour une pensée décoloniale globale. Il montre comment la lutte pour la terre palestinienne est liée à la résistance contre un colonialisme qu'il qualifie de génocidaire. Mm, mm. Et qui détruit aussi l'environnement. Exactement.
Pour eux, penser une écologie décoloniale, c'est aussi penser à réenchanter la terre damnée. C'est redonner vie et sens aux territoires meurtris par l'oppression. Bon, si on essaie de faire une petite synthèse de tout ça, quelle est la vision d'ensemble qui ressort de Terre et Liberté? Je dirais que c'est un appel fort pour une écologie qui part vraiment de l'égale dignité de toutes et tous. Une écologie qu'ils appellent pluriverselle. Pluriversel. C'est-à-dire qui accepte qu'il n'y a pas un seul modèle universel, mais une diversité de mondes, de savoirs qui sont tous valides. L'objectif, c'est de décoloniser nos façons de penser, nos pratiques. Et de réparer aussi. Oui, mettre la réparation au centre. Réparer les liens brisés par le colonialisme, le capitalisme, le patriarcat, nos liens à la nature, aux autres, à nos propres corps. D'accord. Et là, des concepts comme les communs ou la souveraineté alimentaire, énergétique, etc., deviennent vraiment centraux pour reconstruire une forme d'autonomie. Et pour finir, peut-être une pensée pour ouvrir la réflexion, Escobar parle de terricide planétaire, cette destruction massive de la Terre. La question qui reste, c'est comment on fait collectivement Oui, comment passer? pour passer d'un monde basé sur l'extraction, la séparation, à des pratiques concrètes, quotidiennes, de soins, de réparation. Réparation des lieux où on vit et des communautés qui y vivent. C'est une sacrée question. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour un nouveau podcast.